Bonjour à tous et bienvenue pour le 60e anniversaire de l'OABA, qui veut dire littéralement œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Alors je me présente, je suis Laetitia Barlerin, vétérinaire, et j'ai l'immense honneur de vous accompagner pendant ce webinaire. Alors en ce jour d'anniversaire, nous allons fêter une lutte acharnée pendant 60 ans pour la protection des animaux et en particulier les fameuses bêtes d'abattoir qu'on appelle aussi animaux de rente, animaux de boucherie ou encore, et c'est mieux, animaux de ferme. Et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé en positif, bien entendu, pour ces bêtes pendant 60 ans. Alors, l'histoire de l'OABA, c'est d'abord l'histoire d'une femme qui est extraordinaire, qui est déterminée. Il s'agit de Jacqueline Gilardoni qui, il y a 60 ans, a fondé et a été présidente de cette association. Jacqueline voulait lutter pour faire progresser les conditions d'abattage des bêtes de somme, comme on les appelait à l'époque. Et après ses 40 ans de présidence, elle a passé le flambeau à Jean-Pierre Kieffer, que vous connaissez, mon confrère, qui est président de l'OABA depuis 20 ans. Alors, depuis 1961, c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui se sont battus pour améliorer les conditions d'élevage, les conditions de transport et les conditions d'abattage des animaux de ferme et surtout qui ont milité pour le respect de ces animaux. Alors, le regard, c'est vrai, de la société a évolué depuis 60 ans sur ces animaux de ferme. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des conditions d'élevage, des conditions de transport, d'abattage de ces animaux. Il y a beaucoup de vidéos chocs. Mais il faut savoir quand même que l'OABA a été la première association et longtemps la seule à défendre les animaux de ferme, aussi à dénoncer les maltraitances sur ces animaux et aussi à faire évoluer la réglementation concernant les animaux de ferme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir bien entendu le président de l'OABA, Jean-Pierre Kieffer, pour vous dire de suite que Jean-Pierre est l'auteur d'un livre qui vient de sortir et qui retrace justement les 60 ans de l'association. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, attendez la fin du webinaire, vous aurez un lien justement pour commander ce livre pour la modique somme de 15 euros. 15 euros, voilà, avec toute l'histoire, des photos, etc., pour bien comprendre un petit peu les 60 ans de cette lutte acharnée pour ces animaux de ferme. Pour évoquer l'histoire de l'OABA, bien entendu, il n'y avait que vous. Donc, dites-nous un peu comment est née cette association et comment elle a évolué depuis 60 ans. Merci Laetitia. Oui, en effet, ce livre est à la disposition de ceux qui le souhaitent. Et bien entendu, les bénéfices de la vente seront reversés intégralement à l'association. Eh bien, tout a commencé, non pas en 1961, mais même un petit peu avant, en 1957, un jour d'été, dans les rues de Menton, une femme et sa fille se promènent et entendent brutalement un bruit de galop, se retournent et voient arriver un âne essoufflé qui galope. Cet âne traîne une corde à son cou et cet âne s'arrête au niveau de cette femme et de sa fille et elles arrivent à calmer l'âne qui reprend son souffle. Et elle se demande qu'est-ce que cet âne avec une corde au cou fait dans les rues de Menton. Elle comprennent rapidement parce qu'un homme courait après. Et cet homme, c'était le gardien de l'abattoir de Menton. L'animal, l'âne, s'était échappé de cet abattoir où il aurait dû être abattu dès le lendemain. Devant l'explication qu'apporte cet homme et le sort qui était réservé à cet âne, la fille de Jacqueline Gilardoni pleure et supplie sa mère d'épargner à cet âne la brutalité de l'abattoir. Donc Jacqueline Gilardoni, puisqu'il s'agit d'elle et de sa fille, achète l'âne et le garde. Et lui donne un nom. Et lui donne un nom. Et c'est là où on voit déjà l'intérêt et l'affection qu'elle pouvait porter sur un vieil âne qui était destiné à finir en saucisse, puisqu'à l'époque c'était surtout ça. Eh bien, cet âne, elle le nomme Amigo. On aurait pu en rester là. On aurait pu très bien avoir cet âne qui aurait vécu des jours heureux
dans un pré. Non, Jacqueline Girardoni a un esprit de curieuse et elle veut savoir ce que sont les abattoirs. Et elle rentre dans les abattoirs. Je dis bien elle rentre parce que, à l'époque, les abattoirs, et encore maintenant, ne se visitent pas, bien entendu. Mais une femme dans un abattoir, c'était exceptionnel. Donc elle rentre dans les abattoirs de la Villette, qu'elle visite même d'une façon clandestine. Et puis, elle se dit, mais il y a vraiment un problème. Comment sont abattus ces animaux? Et à l'époque, nous sommes en 1957, il n'y avait pas le matériel d'étourdissement que l'on connaît maintenant. Ce matériel, c'était simplement un merlin, c'est-à-dire une grosse masse qui assommait l'animal avec les ratés que l'on peut imaginer. Et les autres, les petits animaux, c'est-à-dire les chèvres, les moutons, étaient égorgés à vif. Donc Jacqueline Girardoni se renseigne, elle prend des contacts en Angleterre, et ces contacts qu'elle prend en Angleterre lui permettent de découvrir qu'il existe des pistolets d'abattage. Et ces pistolets d'abattage entraînent une insensibilisation de l'animal au moment de sa mise à mort. Elle achète avec ses deniers, parce que là, il n'y a pas encore l'association, elle achète des pistolets et les offre aux différents abattoirs qui acceptent de les recevoir. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle apporte dès le début, en tant que citoyenne, en tant que personne individuelle, des solutions aux techniques d'abattage. Alors, il faut quand même préciser qu'à cette époque, il n'y avait pas d'association qui vraiment s'intéressait à ces animaux d'abattoir. Elle a été la seule, la première. On avait la SPA, mais elle s'intéressait plutôt aux chiens, aux chats et aux chevaux. Tout à fait. Alors, la SPA a été créée en 1845, donc c'était une association spécialisée sur les chevaux et les animaux de compagnie, comme tu le rappelles. Mais là, sur les animaux de rente, les animaux de ferme, il n'y avait rien. Et donc, et surtout, au moment de l'abattage, parce que personne ne se posait la question de savoir... Et personne n'entrait dans les abattoirs. Et personne n'entrait dans les abattoirs. Donc il a fallu que cette femme ait la détermination de se dire « je veux que les choses évoluent » sur des animaux qui étaient considérés à l'époque, et peut-être encore malheureusement, parfois encore aujourd'hui, comme de simples producteurs de viande. Et donc elle veut que ces animaux meurent dans des conditions de respect de l'animal. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire, qu'elle a eu cette volonté de le souhaiter, mais cette volonté de le faire. Alors en 1961, l'OABA est officiellement née. Tout à fait. Alors au début, dans les années 1957-61, elle prend des contacts avec des vétérinaires. La profession vétérinaire est très représentée dans ses conseils, dans son conseil d'administration qu'elle constitue petit à petit, et puis la partie juridique. Alors il y a deux noms qu'il faut que j'évoque, c'est Louis Lépine qui était l'avocat et André Trieux qui était le vétérinaire. Et là-dessus, il se porte garant de conseiller Jacqueline dans la création d'une association. Et elle la crée un 17 avril 1961. Donc aujourd'hui, 17 avril 2021, nous sommes 60 ans, pile poil, du 60e anniversaire de l'OABA. Mais alors très vite, premier succès quand même de l'association, et ça, je pense que peu de personnes le savent, elle obtient quand même l'obligation d'un étourdissement des animaux avant leur abattage. Exactement, c'était vraiment son cheval de bataille, et elle voulait obtenir que l'animal soit insensibilisé au moment de sa mise à mort. Donc elle obtient un décret en 1964, qui rend obligatoire l'étourdissement des animaux de boucherie et également les porcs, avec malheureusement, dès cette date-là, une dérogation pour l'abattage rituel. Mais c'est étonnant parce que souvent on m'a dit que ce décret était dû à d'autres associations, et alors que c'est vraiment l'OABA. Et jusqu'à présent, ce décret existe et il y a cette obligation. Tout à fait. Cette association a été créée et a été ensuite couronnée du succès du décret de 64 grâce à Jacqueline Girardoni. Mais à la même période, une autre femme, que je me dois de citer, intervient d'une façon différente, médiatiquement. Et les deux ne suivront pas la même façon de faire, mais obtiendront le même résultat. Et je rends hommage à l'une qui est décédée, Jacqueline Girardoni, et à l'autre que je remercie de tout ce qu'elle a pu faire, c'est Brigitte Bardot. Voilà.
2 femmes qui ont réussi quand même à changer la législation concernant ces animaux. Et puis, deuxième succès aussi, l'interdiction de l'amputation de la dernière phalange chez les volailles. Oui, le déphalangeage, ça paraît barbare comme terme, mais c'est surtout barbare comme technique. C'est-à-dire que pour éviter que les poules se blessent entre elles, parce que c'est toujours pareil dans l'élevage industriel concentrationnaire, les animaux sont les uns à côté des autres, voire les uns sur les autres, et les griffes des volailles blessaient les autres volailles ou se blessaient entre elles. Donc la technique consistait sur les jeunes poussins à couper carrément le bout des doigts, comme si on se coupait non seulement l'ongle, mais également la phalange qui porte l'ongle. Et ça, elle obtient cette interdiction. Ça paraît aujourd'hui une évidence, mais ça ne l'était pas à l'époque. Ça ne l'était pas à l'époque. Et puis, elle commence à s'intéresser donc aux élevages de poules pondeuses. Et arrive aussi la Déclaration universelle des droits de l'animal. Et l'OABA est quand même intervenue dans cette déclaration qui est très connue. Tout à fait. Alors, elle obtient aussi, en 1965, la reconnaissance d'utilité publique de l'association. Et alors, il fallait motiver le public, motiver les consommateurs, motiver les gens qui ne connaissaient pas l'idée du sort des animaux. Et donc, avec la LFDA, qui s'appelait à l'époque la Ligue française des droits de l'animal, Jean-Claude Nouette en particulier, son président, eh bien, l'OABA et la Ligue organisent une déclaration solennelle de la Déclaration universelle des droits de l'animal. Et là, c'est une déclaration qui est faite à la maison de l'UNESCO. Et je rends hommage à une personne dont la fille est toujours administratrice de l'OABA, secrétaire générale. C'est M. Georges Heuze. Et la fille, je lui rends hommage, c'est Danielle Heuze. Alors, l'une des forces quand même de l'OABA et aussi de la LFDA, c'est... à l'époque, c'est d'informer les consommateurs. Ça, c'est nouveau aussi, de vouloir informer les consommateurs pour avoir un appui aussi sur les pouvoirs publics derrière. Tout à fait. À ce moment-là, les associations se rendent compte que le bien-être animal n'est pas suffisant pour faire bouger les choses. Il faut s'appuyer sur les consommateurs, sur les citoyens. Donc, l'OABA et la LFDA, avec l'appui d'associations de consommateurs, créent une coalition contre l'élevage industriel. Et ça, c'est important, parce qu'à l'époque, les poules pondeuses, il n'y en avait pas, ou très peu, en liberté. Elles étaient toutes dans des bâtiments. On sortait de la guerre et il fallait nourrir beaucoup de monde. Donc, on avait des espaces limités et des animaux qui étaient dans des conditions inacceptables. Et c'est grâce à cela qu'ils obtiennent un texte européen qui autorise, parce qu'avant, c'était interdit, d'afficher le mode d'élevage des poules pondeuses. Mais l'étiquette était dans la boîte. Subtilité. Donc, après, ils obtiennent la possibilité d'avoir un étiquetage sur la boîte des œufs. Et maintenant, on en est, grâce à ces pionniers, on peut dire, LFDA, OABA, avoir des numéros sur les œufs eux-mêmes qui permettent aux consommateurs de faire un choix éclairé. Alors, elle a aussi agi sur les marchés aussi, sur les conditions de vie des animaux de ferme vendus sur les marchés. Tout à fait. C'était un gros problème parce que les animaux étaient considérés comme de la viande sur pattes. Et si la viande était de bonne qualité, si l'animal était gros, il était bien vendu. Mais ceux qui étaient plus maigres, cachétiques, ils ne partaient pas et on les trimballait de marché en marché. Et on finissait par avoir des animaux dans un état pitoyable. Et donc, ces animaux, s'ils se fracturaient une patte, s'ils s'arrachaient une corde, s'ils se crevaient un œil, eh bien, on les laissait quand même sur le marché. Alors, il y a 2 journalistes qui font changer les choses parce que l'une était journaliste presse écrite, l'autre était photographe. C'était Nicole Berch et Jean-Claude Berch. Nicole était plus connue sous son nom de journaliste, qui était Nicole Leroy. Et grâce à ces photos, à ces articles, les choses changent. Et l'OABA s'empare de cette information du public pour faire changer les choses. Alors, petite anecdote qu'il faut quand même rappeler, c'est que Nicole Leroy, il y a 40 ans, recevait la médaille d'honneur de l'OABA, une récompense honorifique mais bien méritée, et leur fils, Manuel Berch, sera mon successeur.
Vous voyez comme quoi La boucle est bouclée. la boucle est bouclée. Alors, après, pour finir la lutte, les 40 ans de présidence, on va dire, avant votre présidence, la lutte contre les abattages sans étourdissement, dites-nous deux choses dessus. Oui, je vais dire deux choses dessus. C'est qu'il y avait d'abord des abattages sans étourdissement tous les jours, mais il y avait des journées particulières dans le calendrier. C'est la fête de l'Aïd el-Kébir. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas d'encadrement. Et un abattage de masse, il pouvait y avoir plusieurs centaines de moutons, étaient égorgés à vif, bien sûr, mais dans aucune condition sanitaire, dans aucune condition respectueuse pour l'animal, dans des terrains vagues. Des maires, des préfets mettaient à disposition l'un une forêt, l'autre une carrière, l'autre un champ. Et ces abattages se faisaient en total irrespect des règles sanitaires et de protection animale. Et c'est là qu'intervient mon vice-président, le vice-président de l'OABA, Alain Monod, qui, par sa formation juridique, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a pu faire modifier les choses. Et là, ça change. J'accueille maintenant Maître Alain Monod, qui est vice-président de l'OABA, qui était avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qui a mené pas mal de combats juridiques pour l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi un petit peu comment tu as connu l'OABA. Alors, j'ai connu l'OABA il y a maintenant plus de 30 ans, parce que j'avais été entraîné par mon grand-oncle Théodore Monod, qui était un des membres actifs et qui apportait tout son crédit à l'OABA. Et donc, nous sommes allés à plusieurs reprises à des assemblées générales. Et j'avais été très impressionné à la fois par Madame Gilardoni, qui était une grande dame, assez impérieuse, très élégante. Il paraît, oui, qu'elle avait beaucoup de charisme. Une chevelure éclatante. Et en même temps, impressionné par la cause qu'elle défendait. Parce que moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai connu les élevages intensifs, le cochon tué à la ferme, et beaucoup de choses sur lesquelles je m'interrogeais. Et donc, je me suis investi sous ce double patronage de Théodore et de Madame Gilardoni, dans cette cause, en apportant ma contribution limitée, qui est celle d'un juriste. Voilà. Qui est très importante pour justement faire évoluer la réglementation. Parce que, oui, c'est très important dans la mesure où, d'abord, il y a une spécificité de l'OABA, puisqu'au décès de Mme Gilardoni, elle avait préparé sa succession et, comme j'ai l'habitude de le dire, elle avait choisi le meilleur d'entre nous, qui était le docteur Kieffer, et qui le reste d'ailleurs. Jean-Pierre Kieffer était vétérinaire, et l'est toujours d'ailleurs. Bon, or, la spécificité de l'OABA, c'est d'être dirigé par des gens qui connaissent le monde animal, voilà, et qui ne sont pas seulement dans l'incantation, l'interpellation, la manifestation, qui a ses qualités et ses vertus. Mais lui et son successeur, donc, il l'a annoncé tout à l'heure, c'est ce qu'est la condition animale, concrètement, surtout pour des animaux d'élevage, hein, je ne parle pas des animaux de compagnie, qui, au moment où l'OABA a été créée, faisait déjà l'objet d'une protection assurée depuis longtemps, depuis le 19e siècle. Bon, en revanche, les animaux d'élevage, d'abattage, eh bien, on était à la préhistoire. On était à la préhistoire. Et Madame Gilardoni nous a fait sortir de notre grotte. Hein. On a été sous un abri sous roche. Et maintenant, on est un peu en plein air, si je puis dire. Et on s'est battu pendant 60 ans, et nous, les présents actifs, pendant 30 ans, pour faire évoluer la législation et la réglementation sur ce terrain des animaux d'élevage et d'abattoir. Mais on parlait de dire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'associations qui font des vidéos, etc. Mais vous êtes dans l'action concrète. Alors, on est dans l'action concrète. Et vous défendez l'animal. Alors, mais là, on défend l'animal. Il y a une partie défense sur le terrain. Je pense que Frédéric Faune, notre directeur juridique, va en parler, qui est très active, quotidienne, avec des quantités de scandales auxquels on doit faire face. Et puis, il y a une action juridique. Alors, l'action juridique, elle est intéressante parce qu'il s'agit, pour nous,
non pas d'aller envahir le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Intérieur, mais de faire évoluer la réglementation et la législation éventuellement. Faire évoluer donc notre état de droit, c'est faire pression sur nos parlementaires, dont certains sont présents aux assemblées générales, et faire évoluer les pouvoirs publics. Et alors, l'OABA, quel levier prend-elle? Est-ce qu'elle prend le levier de l'opinion? Est-ce qu'elle fait pression sur les parlementaires? Comment ça se fait? Alors, je vais vous donner un exemple concret qui a été évoqué par Jean-Pierre Kieffer. C'est la question de l'Aït el-Kébir. Lorsque nous avons mené ce combat juridique à la fin des années 90 et qui s'est porté jusqu'à la fin des années 2000, il s'agissait de faire en sorte, au moins, que les animaux, les moutons, égorgés par centaines et centaines, voire par milliers sur certains sites, ne soient pas des animaux qu'on extrait de le coffre de sa voiture, ligotés, et qu'on tue d'un coup de couteau. Dans un champ. Dans un champ. Bon. Un, ça fait souffrir les animaux. Deux, c'est une image d'une religion qui n'est pas bonne. Donc, oui, puis d'un point de vue hygiénique, tout simplement. Et d'un point de vue sanitaire, bien entendu. Enfin, bien entendu. Alors, là-dessus, les pouvoirs publics, c'est-à-dire dont les préfets sont les représentants du département, et les maires, sont évidemment sensibles à l'opinion. Réglementer ça et exclure ce type de pratique... Qui était toléré. Qui était toléré. Alors que d'un point de vue sanitaire... Et d'un point de vue sanitaire, c'est pour ça qu'il existe en France depuis longtemps des abattoirs. Et des abattoirs contrôlés, agréés, etc. Donc notre combat a été d'interdire ce type de manifestation et de faire en sorte que ce soit réservé, ces opérations soient réservées aux abattoirs. Mais ça a été un combat terrible. Terrible en ce sens que nous avons... Alors qu'il est simple et que nous avons une réglementation qui l'interdit. Mais face à l'opinion, face à la volonté de protéger les cultes, ce culte-là en tous les cas, les préfets, sur instruction des pouvoirs publics évidemment, autorisaient des sites dérogatoires. Et quand les maires avaient la police dans certaines circonstances, ils les autorisaient aussi. Et tout ça sous pression de l'opinion et pour ne pas vouloir... pour la paix sociale. Pour la paix sociale et la paix des cultes aussi. Enfin, qui est une paix sociale d'une certaine manière. Bon. Et donc, nous avons, devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État, à plusieurs reprises, obtenu des annulations d'autorisation dérogatoire. Et finalement, pour vous montrer quelle résistance il peut y avoir de la part des pouvoirs publics, des maires, nous nous sommes trouvés en face, non pas d'arrêtés municipaux ou préfectoraux, mais une circulaire, puisqu'on va faire une circulaire globale, moi, ministre de l'Intérieur, et moi, ministre de l'Agriculture, on fait une circulaire autorisant ces sites dérogatoires. Il a fallu aller devant le Conseil d'État pour dire que cette circulaire était réglementaire et qu'au plan réglementaire, elle était nulle. Il faut dire quand même que l'OABA a eu ce succès devant la Cour de justice de l'Union européenne. Parce qu'il a fallu... Vous avez fait quand même interdire le fait qu'on ne peut pas mettre de label bio si la viande vient d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Ça a été son avis. C'est une décision. Elle rendait un avis pour une juridiction administrative française. Et pour cela, elle réunit l'ensemble des représentants des États membres de l'Union européenne pour leur demander leur avis. C'est-à-dire que vous avez quand même plaidé contre la France. Et j'ai plaidé contre la France, qui était d'ailleurs quasiment seule à continuer à dire qu'il n'y avait pas de souffrance excessive par ce sacrifice rituel et que par conséquent on pouvait encore apposer le label bio. Et la conséquence en a été, les lobbies, je ne vais pas citer le nom, sont allés jusqu'au Conseil d'État, a été que le label bio n'est pas admis pour ce type d'abattage. J'ajoute que le progrès est aussi dans ce que a été reconnu officiellement, quand même, que l'abattage rituel était source de souffrance pour les animaux. Et je pense qu'à terme, on va, le combat pour d'autres juristes, après, monsieur le président Mersch et autres, est un combat qui reste à mener et qui sera gagné.
Quand on voit l'évolution de l'association de Mme Gilardoni et tout ce qui sera gagné, de faire en sorte que la protection animale l'emporte sur ce principe que je trouve parfois dénaturé de liberté des cultes, quand un culte porte atteinte à l'animal, dont je me permets latéralement de rappeler que c'est un être sensible, puisque c'était reconnu par le législateur. Mais en tout cas, vous avez mis les bases de quelque chose, puisqu'on a reconnu le fait que sans étourdissement, on ne pouvait pas garantir le bien-être de l'animal. Absolument. Donc c'est déjà une base et ça va de toute façon évoluer. Et ça va évoluer, là c'est l'opinion. Voilà, l'opinion, puis au niveau européen. Mais l'Europe est plus en avance que nous. C'est ça qui est étonnant, voilà. C'est une opinion nationale qu'il faut faire évoluer, et avec les parlementaires, nous l'espérons. Merci en tout cas, merci Alain. Je reviens avec Jean-Pierre Kieffer. Alors, un mot de conclusion pour cet historique de l'OABA? Oui, comme toutes les belles histoires, il y a une fin, et cette fin, c'est le décès de Jacqueline Gilardoni, un 23 février 2001. Elle avait 86 ans, donc tu vois, quand elle trouvait l'âne qui s'échappait d'un abattoir, elle avait 46 ans. Elle a donc consacré 40 ans de sa vie à la cause animale. Elle était fatiguée. Je l'aidais autant que faire se peut. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais avec elle. Et quand elle est décédée, elle avait souhaité exprimer, avant de décéder, elle avait souhaité exprimer le fait que je lui succède. Et elle avait fait ce qu'elle a appelé un testament moral. Et dans ce testament moral, elle demandait aux administrateurs de l'OABA qu'ils me nomment, ils me désignent, ils m'élisent président. Quelle bonne idée. Oui, mais à l'époque... Ça fait quand même 20 ans que tu présides l'OABA. Ça fait donc 20 ans que je préside l'OABA, puisque 60, 40, plus 20, voilà, on a la boucle. Mais à l'époque, j'étais vétérinaire en clientèle. J'avais d'autres responsabilités. J'étais vice-président de Regroupe for Animal Welfare, qui s'appelait comme ça à l'époque. Donc j'avais beaucoup de charges et je ne pensais pas, quand elle m'avait dit qu'elle souhaitait que je lui succède, que ça puisse arriver. Donc je lui succède, et là, je découvre tous les papiers, tous les courriers qu'elle avait pu faire, tout l'acharnement, toute la méticulosité qu'elle avait mise pour faire avancer les choses. Et je me suis dit, la tâche est énorme. Alors heureusement, il y avait d'autres administrateurs qui, pour certains, sont encore là, certains vétérinaires, avocats, différentes professions. Et je leur rends hommage parce qu'il y a des noms qui, malheureusement, maintenant, n'évoquent que des souvenirs puisqu'ils sont décédés. Et donc, je me retrouve président de l'OABA en 2001 et commence alors une autre histoire que Frédéric va vous raconter, voilà, l'histoire actuelle. Exactement, voilà. Avec Frédéric Freund, qui est directeur général de l'OABA. Merci Jean-Pierre, à tout à l'heure. Bienvenue Frédéric, alors tu es directeur de l'OABA depuis 16 ans maintenant. Tu as une formation juridique, une expérience dans différentes associations. Tu as d'abord été responsable juridique, puis très vite directeur général de l'OABA. Alors, parle-nous un petit peu des actions faites par l'OABA depuis ces dernières années, ces 20 dernières années. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, Laetitia, beaucoup de choses ont changé en 60 ans pour les animaux d'abattoir, mais beaucoup de choses ont changé pour l'OABA et grâce à l'OABA durant la présidence de Jean-Pierre et durant ma direction. Alors, l'OABA est une association de protection animale, active derrière son écran d'ordinateur, mais aussi et surtout active sur le terrain. Ça veut dire que vous mettez les bottes. On met les bottes, on met les pieds dans les bottes et on met la botte dans la hum-hum. Voilà, absolument. Pour preuve, le nombre d'animaux maltraités, abandonnés par leurs détenteurs, qui sont retirés et qui sont confiés à l'association ne cesse d'augmenter depuis ces 15 dernières années. Vous avez à peu près combien d'animaux qui vous sont confiés, que vous sauvez chaque année? On est arrivé à une petite moyenne de 1000 animaux, mais c'est vrai que l'année 2020 a battu un triste record avec près de 1800 animaux. Donc c'est vrai que c'est une charge importante de notre travail et également de notre budget. Parce que bien évidemment, on sait que nos collègues avec les chats et les chiens ont aussi des sommes importantes à consacrer pour ces retraits d'animaux, mais un cheval, un bovin,
coûtent plus cher en pension qu'un chat et qu'un chien. Donc c'est effectivement une part très importante de notre travail et de notre budget. C'est un travail d'ailleurs qui est malheureusement assez mal compris par le monde agricole. Alors justement, comment vous êtes reçu justement dans ce monde agricole, puisque ce sont des animaux de rente à la base, donc c'est un peu le fruit du travail d'éleveur. Oui, mais alors le travail de l'éleveur, c'est de s'occuper de ses animaux. C'est pas de le délaisser, de le priver de soins, de nourriture. Un éleveur, il faut qu'il fasse son travail. Si nous sommes obligés de faire le nôtre, c'est qu'à un moment, il a cessé de faire le sien. Voilà. Donc, il faut aussi que le monde agricole le comprenne. Bon, il y a quand même, on a des contacts avec les fédérations, les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles, et de plus en plus, ils comprennent notre façon d'agir. Et surtout, si nous intervenons, on ne décide pas un matin de mettre un gyrophare sous le camion et puis d'aller chercher les animaux de Pierre-Paul Jacques. On le fait sous réquisition des autorités administratives et judiciaires. Donc sur le terrain, vous intervenez pour saisir des animaux, bien sûr, on vous l'a demandé. Et ces animaux, où vont-ils après ? Alors, ces animaux sont retirés et ils sont mis en pension dans des fermes partenaires. Nous avons une quarantaine de fermes conventionnées sur l'ensemble du territoire national. Je rends d'ailleurs hommage à toutes les personnes qui gèrent ces fermes pour le travail remarquable qu'ils fournissent, pour leur dévouement et aussi pour bon nombre d'entre eux, pour leur amitié. Alors on parle de troupeau du bonheur, de ferme du bonheur. Qu'est-ce que c'est ? Alors il y a, grâce à nos adhérents, de plus en plus nombreux, nous avons de plus en plus de moyens et grâce à ces moyens financiers, eh bien, nous pouvons offrir une fin de vie heureuse à une majorité de ces animaux. Et donc, c'est vrai que le troupeau du bonheur, quand je suis arrivé à l'OABA, c'était quelques dizaines de bovins et de chevaux. Aujourd'hui, nous en sommes à un peu plus de 430 animaux qui finissent leur vie paisiblement, qui ne connaîtront jamais l'abattoir, grâce, une nouvelle fois, à la générosité de nos adhérents. Et ils finissent leur vie dans les fermes du bonheur, justement. Ils finissent leur vie dans une partie des 40 fermes qui sont conventionnées, au pré l'été et en bâtiment l'hiver. Même si quelquefois, certains animaux, même en hiver, préfèrent être à l'extérieur. Et nous, la porte, elle est toujours ouverte, donc s'ils veulent sortir, ils sortent, s'ils veulent rentrer, ils rentrent. Est-ce que les médias s'intéressent à votre action sur le terrain ? De plus en plus. De plus en plus, effectivement, les médias nous suivent, s'intéressent, veulent savoir pourquoi on en arrive à cette extrémité qui est de retirer les animaux à un éleveur, et puis savoir aussi, ces animaux, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite. Et c'est vrai que la doyenne du troupeau du bonheur, c'est une jument qui a 37 ans. Avant, c'était une vache qu'on a dû malheureusement euthanasier au pré à 25 ans, parce qu'elle s'était fracturé le bassin, donc il fallait mettre fin à ses souffrances. Donc oui, les animaux d'élevage, en troupeau du bonheur, ils peuvent vivre très très longtemps. C'est une très bonne image d'ailleurs pour votre association, pour les actions que vous menez d'un point de vue aussi juridique, d'un point de vue sur le terrain. C'est une bonne image pour l'association. C'est aussi un travail très valorisant pour les éleveurs qui s'en occupent. Parce que bien évidemment, ces animaux, on ne les met pas en pension dans nos bureaux parisiens. On dit toujours, ah oui, vous êtes une association parisienne. Alors ça, combien de fois on l'a entendu ? Oui, désolé. Comme beaucoup d'associations non gouvernementales, nous avons notre siège à Paris, ce qui est bien pratique parce que, jusqu'à preuve du contraire, les ministères se trouvent à Paris. Mais c'est aussi un travail très valorisant pour les éleveurs qui s'occupent de ces animaux. Une fois, on m'a dit, un éleveur m'a dit, voilà, moi j'ai une partie de mes animaux qui part à l'abattoir, ça me fait toujours quelque chose. Grâce à l'OABA, j'ai une partie des animaux qui restent là et ça me fait chaud au cœur. Bien dire que vous n'êtes pas une association qui lutte contre l'élevage, mais pour le respect des animaux pendant leur élevage, justement, leur transport et leur abattage. Oui, nous sommes une association, comme on dit, welfariste, association légaliste. Donc nous sommes là pour faire en sorte que les conditions d'élevage, de transport et d'abattage soient conformes aux textes qui ont été votés de façon démocratique par le Parlement. Alors, il y a une action sur le terrain, vous intervenez, mais bien entendu, derrière, il y a un procureur, un juge qui a demandé de saisir les animaux. Donc, quelles sont les actions juridiques que vous menez ? Alors, nous avons environ une quarantaine d'affaires contentieuses chaque année. Oui. Donc, nous participons aussi à l'élaboration de la jurisprudence. Sur signalement. Alors, sur signalement, bien évidemment, sur demande d'intervention des autorités. Et puis, la procédure va au bout, c'est-à-dire
renvoie devant la juridiction judiciaire et nos avocats interviennent. D'ailleurs, je leur rends hommage. Ils sont aussi un travail remarquable à faire, puisqu'il faut qu'à un moment, ils arrivent à convaincre les magistrats que prononcer une peine d'amende ou d'emprisonnement, souvent d'ailleurs avec sursis, n'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, que la chose la plus intelligente, c'est sans doute d'éviter la récidive et d'éloigner les mauvais éleveurs des animaux. Et pour cela, les peines complémentaires d'interdiction d'exercer ou de détenir des animaux est particulièrement adaptée. Et c'est prononcé, ces peines-là? De plus en plus, les magistrats, effectivement, aujourd'hui, prononcent ces peines complémentaires. Bon, c'est toujours compliqué pour un tribunal de faire interdiction à un éleveur de continuer à exercer son métier, mais on a certains dossiers où il n'y a pas d'autres moyens pour non seulement réprimer les faits passés, mais surtout pour éviter la réitération de l'infraction. Alors parlons maintenant des actions dans les abattoirs. On vient de parler de l'élevage. Là, il y a ce travail historique de l'OABA et puis vraiment un avancement avec des audits aussi que vous avez mis en place. Oui, c'est effectivement le travail historique de l'OABA. Ce sont les visites en abattoir et cette action de l'OABA s'est considérablement professionnalisée ces dernières années avec le recrutement de vétérinaires chevronnés, au premier rang desquels notre ami Michel Courrat, qui a développé des grilles d'audit qui aujourd'hui font référence chez la majorité des professionnels. Sujet tabou, l'abattage sans étourdissement. Sujet tabou, sujet... un gros dossier chez vous aussi, sujet qui fâche aussi. Sujet qui fâche, effectivement. Alors, il faut quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, lorsque l'OABA a été créée, son but était d'améliorer les conditions d'abattage dans notre pays. Et on a quand même obtenu en 1964 le décret qui impose l'insensibilisation des animaux au moment de leur abattage. D'ailleurs, une obligation qui a été reprise 10 ans plus tard par l'Europe, avec la première directive sur l'abattage. C'est, je pense, la seule fois où la France a été en avance sur l'Europe, comme quoi une fois n'est pas coutume. Voilà. Grâce à l'OABA. Grâce à l'OABA, mais c'est vrai qu'il est toujours choquant pour nous, aujourd'hui, de constater que la majorité des abattoirs égorgent les animaux à vif. C'est une réalité que nous avons voulu mettre... Mais pourtant, c'est interdit. Alors, non, c'est pas interdit. C'est-à-dire que le principe, c'est l'abattage avec étourdissement, mais il y a une dérogation pour permettre à certains cultes de pouvoir exercer leur religion et donc d'obtenir des viandes halal et cachères pour respectivement les musulmans et les juifs. Mais ça veut dire que la plupart des abattoirs font des abattages rituels? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 60% des abattoirs qui ont obtenu cette fameuse dérogation pour abattre les animaux sans les étourdir. C'est d'ailleurs une réalité que nous avons voulu rappeler à l'ensemble des consommateurs récemment avec une vaste campagne d'affichage qui a été relayée par une campagne digitale. Et ce combat, parce que le mot n'est pas trop fort, Alain Monod l'a employé tout à l'heure, ce combat se mène aussi devant les instances juridictionnelles et il a été rappelé, et personnellement j'en ai tiré une très grande fierté, la victoire que nous avons obtenue devant la Cour de justice de l'Union européenne grâce à notre ami Alain, qui a plaidé devant la grande chambre de la Cour de Luxembourg contre le gouvernement français, seul État membre à soutenir que abattre un animal sans étourdissement, ça faisait partie des normes élevées de bien-être animal, comme l'exige la réglementation sur la production biologique. Une honte absolue pour notre pays, et fort heureusement, la Cour de Luxembourg nous a donné raison, et fort de ce premier succès, d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, récemment, a publié un nouvel arrêt qui considère qu'au nom du bien-être animal, un État membre peut imposer un étourdissement réversible dans le cadre des abattages rituels. Mais ça, c'est une grande avancée quand même. Alors, c'est effectivement une grande avancée juridictionnelle, et fort de cette avancée, nous avons embrayé sur un nouveau combat qui est d'essayer de convaincre le gouvernement français d'adopter les normes réglementaires et législatives pour renforcer la protection des animaux lors de leur abattage. Et parallèlement, nous avons saisi le Conseil d'État pour obtenir l'indication du mode d'abattage sur les viandes afin de renforcer l'information du consommateur et garantir sa liberté de conscience. Ce qui veut dire que si j'achète une viande qui n'est ni halal ni cachère,
elle peut quand même venir d'un animal qui a été égorgé sans étourdissement? Absolument. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la complémentarité des circuits, et une partie des viandes issues de ces abattages sans étourdissement qui ne trouvent pas preneur sur les marchés halal et cachère est reversée dans le circuit classique, approvisionne boucherie, cantine, restaurant, et à l'insu du consommateur, puisqu'il n'existe pas de mode d'information du consommateur sur la technique d'abattage. Aujourd'hui, le consommateur, la seule garantie qu'il a de consommer une viande qui provient d'un animal qui a été étourdi, c'est de se tourner vers la production biologique, mais qui a un coût et ce n'est pas donné à tout le monde. La communication est très importante puisque là, votre levier, ça peut être l'opinion publique qui est de plus en plus sensible justement au bien-être de l'animal. Comment s'organise cette communication? Alors, il est vrai que je pense tout le monde a pu constater que ces dernières années, nous avons musclé notre communication. Nous avons considéré longtemps, trop longtemps sans doute, que notre meilleure communication, c'était nos actions. Mais aujourd'hui, agir ne suffit plus, il faut communiquer, le savoir-faire doit se faire savoir. Et donc, le digital, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Nous avons recruté une vétérinaire chargée de notre communication, Audrey, que je salue. Et je salue surtout son calme, sa patience pour gérer les réactions quelquefois violentes de nos détracteurs, mais aussi quelquefois les réactions irraisonnées de nos sympathisants. Merci Frédéric. Donc on a vu que l'information du consommateur est très importante et justement nous allons en parler avec Dimitri Nguyen. L'un des rôles de l'OABA est d'orienter vers une consommation durable et donc d'informer le consommateur. Et maintenant nous pouvons être informés. Alors quelles sont vos actions justement pour l'information du consommateur concernant les denrées d'origine animale? Tout à fait. Et c'était rappelé précédemment par Jean-Pierre Kieffer et les autres intervenants, l'information du consommateur, c'est une activité essentielle pour l'OABA pour faire améliorer la condition animale. Et c'est pour ça que dès les années 80, un combat avait été lancé par l'OABA et l'LFDA pour l'étiquetage de l'élevage des poules pondeuses. C'est-à-dire qu'on a maintenant des numéros sur les boîtes des œufs pour savoir comment les poules ont été élevées, ce qui est quand même un... Au départ, c'était le bois des œufs, et puis finalement, ça a été mis sur les œufs directement. Donc les fameux codes 0, 1, 2, 3. On rappelle, 0 c'est bio, c'est le mieux. Voilà, et le 3 c'est les cages aménagées. Voilà, donc vaut mieux se tourner vers les 0, voire 1 où c'est encore élevage en plein air. C'est ce qu'on recommande, voilà, c'est du moins... Mais déjà, c'est vraiment une grande avancée. Et l'autre avancée, c'est quand même la création récente d'une étiquette de bien-être animal sur la viande. Tout à fait, parce qu'on a des consommateurs qui sont de plus en plus volontaires pour acheter des produits de meilleure qualité, en lien avec leurs convictions, notamment en termes de bien-être animal. Et c'est pour ça qu'il faut que ce consommateur, pour qu'il puisse s'y renter, qu'il ait accès à cette information. Et ce qu'on a constaté malheureusement, c'est que ce n'est pas beaucoup le cas, sauf pour les œufs. Et c'est pour ça qu'en 2017, on a choisi avec l'OABA, la LFDA, CIWF et le distributeur Casino, donc, je répète, l'OABA, LFDA, le CIWF. Tout à fait. Et au début, c'était le groupe Casino. Et le groupe Casino. Ça a été l'initiateur du projet du point de vue distributeur. Et c'est ces 4 partenaires qui ont mis en place le projet d'une étiquette de bien-être animal pour les poulets de chair. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur cette étiquette? Donc là, j'ai un modèle. On a d'abord une lettre. Tout à fait. A, B, C, D, E. Alors A, c'est le meilleur, bien sûr. Et E, c'est vraiment minimal. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas c'est le réglementaire. Voilà, c'est le réglementaire. C'est le minimum de chez minimum. Et ça, cette étiquette, on peut le voir sur les poulets de chair, c'est ça? On peut le voir sur les entreprises qui ont accepté finalement d'afficher cette étiquette. D'accord. Donc c'est le cas par exemple des poulets de louée, mais il y en a d'autres aujourd'hui. Et c'est une étiquette qui est présente sur le devant du paquet. Et comme on le voit, donc divisé en 5 niveaux, A, B, C, D, E, A étant le meilleur, E étant le moins bon. Et ça apporte des garanties claires au consommateur sur ce qu'il peut acheter comme produit. Il sait que par exemple, en achetant du A, le poulet sera en plein air. D'accord. Voilà. Je crois qu'il y a eu 230 critères qui sont pris en compte avant de donner ce A, B ou C. Tout à fait. On a eu la volonté vraiment de créer un étiquetage qui s'intéresse du début de la vie de l'animal jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à l'abattage. Du couvoir jusqu'à l'abattage, en passant par l'élevage et le transport. Donc effectivement, ça fait beaucoup de critères, ça en fait 230.
Mais au moins, on a le mérite d'avoir un étiquetage qui est fiable et transparent. Là, on a parlé du groupe Casino. Ça veut dire que je vais dans un magasin du groupe Casino, je trouve des poulets de chair avec cette étiquette ou tous les poulets sont comme ça? Non, là seulement, donc là en l'occurrence, c'est Terre et Saveur. Oui. C'est une gamme, filiale, voilà, oui, une gamme qui était concernée par l'étiquetage. Vous avez donc les poulets de Loué. Et maintenant, vous avez aussi d'autres acteurs qui nous ont rejoints, comme Terrena. On a aussi d'autres distributeurs qui nous ont rejoints, comme Carrefour, comme Lidl. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 30% des poulets qui sont vendus par 60% des distributeurs qui affichent cet étiquetage. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une réussite. Clairement. Oui, mais c'est une réussite. Ça veut dire que les producteurs s'aperçoivent bien qu'avoir cette étiquette, eh ben, ça met en avant leur travail et le fait qu'ils respectent le bien-être de l'animal. Alors, c'est pour les poulets de chair. Est-ce que bientôt d'autres viandes auront aussi cette étiquette? C'est la volonté de l'association Étiquette Bien-être Animal, donc, qui a été fondée, dont l'OABA est membre. Et effectivement, si pour l'instant on mène des projets pour créer une étiquette pour les porcs, on a la volonté par la suite d'étendre cette information et toujours pour mieux informer le consommateur à toutes les espèces consommées. Alors, ce qui veut dire que chaque professionnel, de la naissance de l'animal jusqu'à l'abattage, doit avoir un cahier des charges bien précis pour avoir cette étiquette. Alors, effectivement, après, le producteur est quand même le principal concerné. Effectivement, l'abattoir le sera également, et le transporteur et le couvoir. Mais l'intérêt qu'on trouve vraiment à cette démarche, c'est d'associer les producteurs qui sont, pour nous, le chaînon le plus important, sans être le seul, dès le début, à la conception de l'étiquette, parce qu'on considère qu'il faut à la fois accompagner le consommateur pour qu'il soit informé, qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause quand il achète un produit, mais également le producteur pour qu'il améliore ses pratiques, qu'il ait des pratiques plus respectueuses du bien-être animal. Et de ce fait-là, on part du principe que l'étiquette peut, à sa mesure évidemment, participer à une certaine dynamique de la filière en engageant une transformation plus globale. Merci Dimitri. Alors justement, on parle de dialogue avec les filières, le dialogue que vous avez, l'OABA, avec ces différentes filières. Et on va en parler justement avec Anaïs Gonzalez, puisqu'il faut rappeler que l'OABA est une association welfariste, c'est-à-dire que son objectif premier est de faire évoluer les pratiques et la législation. Et bien sûr, ça passe par le dialogue et la communication avec les professionnels. Bienvenue Anaïs, alors tu es ingénieure agronome et chargée de mission scientifique pour l'OABA. Tout à fait. Alors tu vas nous parler du dialogue de l'OABA avec les professionnels. Oui, alors tout à fait. Pour faire évoluer les pratiques d'élevage et d'abattage, il faut qu'il y ait un dialogue constructif et une certaine coopération avec les professionnels. Et cette coopération d'ailleurs, elle profite à la fois aux hommes et aux animaux. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, voilà, aussi aux hommes. L'objectif pour l'OABA, ça a toujours été d'apporter des solutions pour faire évoluer les pratiques, pour corriger les mauvaises pratiques et accompagner les professionnels des filières d'élevage et d'abattage. Vous devenez presque la référence pour les professionnels concernant le bien-être animal alors? Oui, c'est un peu ça. On est sollicité notamment dans le cadre de conventions. Pour donner un exemple, l'abattoir de Kermenay, qui est une filiale des enseignes Leclerc, a sollicité l'OABA en 2017 pour mettre en place des visites régulières de l'abattoir, donc de porcs et de bovins, oui, pour que l'OABA puisse assister aux manipulations et donner son avis sur les mauvaises pratiques et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer. Comme un audit, c'est ça, de l'abattoir? Alors, dans le cadre de Kermenay, c'est des auditeurs de l'OABA qui vont observer les manipulations des animaux et qui vont donner leur avis. Et par exemple, cette collaboration, elle a notamment abouti à la mise en place d'un système de vidéosurveillance dans l'abattoir de Kermenay, donc qui permet de filmer les séquences de manipulation des animaux. Et c'est un réel outil de formation pour les opérateurs, puisqu'avec ces vidéos, on peut repérer les mauvaises pratiques et les corriger par la suite. C'est bien, parce que comme ça, vous allez démontrer que ce n'est pas l'œil inquisiteur de la caméra dans les abattoirs, comme certains le pensent, mais que ça peut aider la pratique pour le bien-être des animaux et le bien-être aussi des manipulateurs. Voilà, tout à fait. Il y a des manipulations qui sont parfois stressantes pour les animaux, et si elles sont stressantes pour les animaux, c'est aussi stressant pour les opérateurs. Donc dès lors qu'on décèle les problèmes, on peut faire améliorer, comme on dit, le bien-être des animaux, mais aussi celui des hommes. Alors ça, c'est un exemple, mais est-ce que d'autres abattoirs aussi ont fait appel à vous, justement? Alors, il y a notamment le distributeur Carrefour qui a fait appel à l'OABA pour que l'OABA fasse des audits dans tous ses abattoirs fournisseurs. D'accord. Donc, notamment en 2019, ce sont 84 abattoirs fournisseurs du groupe Carrefour
qui ont été audités par des vétérinaires que l'OABA a formés et qui s'inscrivent du coup dans une démarche d'amélioration continue où l'OABA visite régulièrement les abattoirs et donne des conseils pour toujours améliorer les pratiques. Donc du coup, vous signez des conventions avec des distributeurs, c'est ça? Voilà, effectivement, là avec le groupe Carrefour, en l'occurrence, c'est une convention tripartite qui a été signée avec l'OABA, avec un groupement vétérinaire, donc qui sont formés par l'OABA, et avec Carrefour. Est-ce que d'autres distributeurs vous ont contacté pour la même chose? Alors, on a également signé des conventions avec Elivia, Oui. mais également avec Biocoop, il me Biocoop, semble. voilà, Oui. tout à fait, avec le distributeur Biocoop, avec Euralis et avec Galliance, qui met notamment en place un nouveau système d'abattage pour les poulets de chair qui est plus respectueux des animaux. Ça veut dire que vous êtes en avance sur la législation concernant les abattoirs, là, parce que vous faites vraiment avancer, évoluer les pratiques dans les abattoirs, ce qui est demandé par la plupart des Français. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, dans nos audits, évidemment, on vérifie que toutes les pratiques réglementaires sont respectées, mais on va aussi au-delà de la réglementation en donnant des idées de bonnes pratiques et des idées d'amélioration, au final, qui vont vraiment au-delà de la réglementation, effectivement. Espérons que ça fasse boule de neige et que d'autres distributeurs, d'autres abattoirs aussi fassent appel à vous. Vous êtes aussi sollicité pour vos compétences, bien sûr, dans d'autres domaines, en particulier l'élevage. Oui, tout à fait. On n'est pas sollicité que pour l'abattage, on est aussi sollicité dans le cadre de l'élevage. Notamment, on intervient dans des groupes de concertation avec des associations interprofessionnelles, donc comme le CNIEL, qui est l'interprofession du lait, ou Interbev, qui est l'interprofession de la viande. On intervient dans des groupes de concertation avec d'autres ONG ou welfaristes, où on va réfléchir collectivement à des leviers pour faire évoluer les pratiques d'élevage sur certains sujets. Par exemple? Par exemple, avec l'interprofession laitière, on essaie de promouvoir l'accès au pâturage pour les vaches laitières en France. Donc, on met en place un certain nombre d'actions pour promouvoir auprès des éleveurs les bienfaits du pâturage. Ce qui devrait être quand même général. Je sais qu'en Suisse, il y a une législation qui impose quand même aux éleveurs de mettre leurs vaches au pâturage. Oui, alors c'est quand même globalement majoritaire en France. On a 80% des vaches laitières qui pâturent, mais on essaie de faire en sorte que ces 80% se transforment en 100%. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui font appel à vous? Alors là, oui, plus récemment, on a été sollicité par des acteurs de la filière du cuir. Du cuir? Du cuir, oui, oui. Qui veulent intégrer dans leur cahier des charges un certain nombre d'exigences concernant le bien-être animal et qui, du coup, ont sollicité l'OABA pour son expertise sur le sujet. Que de bonnes nouvelles, ça veut dire que des professionnels, quand même, tiennent compte maintenant du bien-être animal, plus aussi pour leurs pratiques, aussi, pour l'opinion publique, mais aussi pour faire évoluer leurs produits. Oui, 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 on a de plus en plus de demandes et c'est positif. Tout se fait dans un climat de confiance. Donc on espère évidemment pouvoir multiplier ces collaborations à l'avenir. Merci Anaïs. Merci. On a parlé de l'historique, on a parlé du présent de l'association, maintenant parlons du futur. Et le futur, c'est un confrère qui va te succéder à la tête de l'OABA. Oui, tout à fait. Je pensais qu'il fallait avoir une date symbolique. Jacqueline avait fait 40 ans, j'ai fait 20 ans. Et je pense qu'il faut une relève. Et cette relève, je l'ai trouvée. Quand je vous parlais au début de l'historique d'un couple, l'une était journaliste de la presse écrite, l'autre était photographe. Ils étaient sur les marchés aux bestiaux et que leur fils était à bonne école, bien entendu. Et il a fait ses études vétérinaires. Il a travaillé beaucoup, œuvré chez les sapeurs-pompiers. Donc il a un attachement à la cause animale par ses parents, à la cause des autres, à la cause de l'animal par son métier. Et quand je l'ai rencontré il y a quelques années, je me suis dit, voilà, je suis rassuré, j'ai trouvé celui qui pourrait me succéder. Et donc j'ai la chance d'avoir Manuel Mersch qui, depuis quelques mois, même maintenant quelques années, travaille à mes côtés, s'inspire de tous les dossiers, et je sais qu'il est fin prêt. Mais il faut qu'il sache aussi que je continuerai à l'aider. Mais bien sûr, tu resteras, je le sais, je resterai. Bien. Tu sais, un président, il finit toujours président d'honneur, ou à moins qu'il décède, ce que personne ne souhaite, et moi le premier. Donc, je continuerai. Bien sûr. Jacqueline a passé sa vie, 40 ans pour la cause animale. J'y ai passé aussi 40 ans dans différentes structures.
C'est notre passion, c'est la tienne, c'est la mienne, et c'est celle de beaucoup de personnes regroupées aujourd'hui. Voilà, donc je suis heureux de pouvoir dire que mon successeur s'appelle Manuel Mersch, qu'il est vétérinaire et que j'ai pleinement confiance en lui et qu'il peut compter sur moi. Et l'OABA continuera encore au moins 60 ans. Avant d'accueillir Manuel, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions aux intervenants et nous y répondrons à la fin du webinaire. Alors, Manuel Mersch, futur président de l'OABA, bonjour, bienvenue. Bonjour Laetitia. Alors, c'est à vous de faire maintenant le discours pour le futur de cette association quand même, mon cher président. C'est gentil. Bon, bien sûr, je ne suis pas encore président, mais surtout, ce que je voudrais, c'est grâce à la présentation de notre président et aux interventions suivantes, nous venons d'évoquer en fait quelques grands moments forts de l'histoire de l'OABA, et vous en conviendrez, c'est une histoire particulièrement riche au niveau de la protection animale. Il y a eu de nombreux combats, et il y a eu aussi certaines belles victoires qui ont été menées grâce à nos deux présidents, Madame Jacques Gilardoni et Jean-Pierre Kieffer, et surtout leurs équipes qui les ont suivis. Parce que dénoncer la souffrance animale et puis surtout chercher à l'atténuer ont toujours guidé les actions de l'association, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et nous continuerons ainsi. Alors, rappelons quand même que l'OABA, c'est une équipe. Alors, une équipe, ça veut dire quoi? Dans le conseil d'administration, nous sommes une douzaine, oui. Principalement vétérinaires, avocats, juristes, ce qui permet d'avoir comme ça une bicéphalie, on va dire, et surtout reprendre les traditions de l'OABA qui ont toujours été d'agir sur ces deux plans, le plan juridique et le plan vétérinaire, le plan animalier. Les salariés donc sont au nombre de 9, oui. Avec des personnes qui ont un profil extrêmement varié, puisqu'on va de la secrétaire jusqu'à l'ingénieur agronome en passant par le juriste et vétérinaire. Quelles vont être les missions les plus importantes à venir? Voilà. Donc la prise en charge de troupeaux d'animaux en difficulté, et vous savez à quel point cette mission est particulièrement cruciale en ce moment, effectivement liée au contexte actuel économique qui accentue chaque jour davantage la misère humaine et par conséquent la misère animale. Parce que derrière toute misère animale, il y a bien souvent une misère sociale, humaine, professionnelle. Bien sûr, c'est ce que Frédéric Freund, notre directeur, a particulièrement bien montré et bien souligné. Et c'est grâce aux actions terrain que nous arrivons d'autant mieux à l'OABA à prendre conscience de ce ressenti et de pouvoir le faire remonter au niveau du ministère, où on n'a pas toujours l'impression qu'ils ont la température exacte du terrain. Alors, autre mission, rencontre aussi des professionnels, on vient d'en parler avec Anaïs. Alors bien sûr, ça c'est important. Les réunions auprès des professionnels pour faire améliorer les conditions d'élevage, ça c'est évident. Mais en plus des professionnels, il ne faut pas oublier aussi qu'on veut continuer l'information du consommateur. Et l'information du consommateur qui sera bien sûr, qui commencera par l'obtention de l'étiquetage du mode d'abattage. On en a parlé précédemment. Un grand combat. Voilà, un grand combat que l'OABA a commencé il y a déjà des dizaines d'années et qui continuera et qui, j'en suis persuadé, aboutira. Et autre chose aussi parmi les missions de l'OABA prioritaires, c'est bien sûr continuer à veiller sur nos pensionnaires du troupeau du bonheur. Comme Frédéric Freud l'a dit, 430 actuellement, et malheureusement, tout porte à croire que ce chiffre augmentera au fil des années. Est-ce que tu es optimiste concernant la législation, la réglementation sur les animaux de ferme? Concernant la législation, je suis relativement optimiste pour deux raisons. C'est que d'une part, nous disposons au sein de l'OABA de juristes et d'avocats particulièrement expérimentés qui donc seront très vigilants pour que la réglementation soit appliquée et surtout éventuellement qu'elle soit appliquée à tout moment et en toutes circonstances. Et je suis effectivement confiant parce que petit à petit nos parlementaires prennent conscience que la condition animale devient en fait un débat sociétal et devient en fait une priorité. J'en veux pour preuve la dernière loi sur la proposition de loi sur la maltraitance animale où on voit bien que là, elle est actuellement en débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, que certaines dispositions sont quand même intéressantes, dont celle permettant la levée du secret professionnel pour les vétérinaires. C'est un bon point. Est-ce que tu as l'impression que l'OABA est plus écoutée aujourd'hui par les parlementaires grâce à tout ce qu'elle a fait et à l'opinion publique qui évolue? Alors, honnêtement, j'ai plutôt l'impression que les parlementaires découvrent à chaque fois l'OABA, découvrent ce que l'OABA a fait depuis 60 ans, et c'est pour ça que j'encourage les parlementaires à lire le livre que Jean-Pierre Kieffer a écrit, parce que ça leur permettra de comprendre
ce que peut apporter une association de protection animale qui veut absolument faire appliquer la réglementation pour les animaux telle qu'elle existe actuellement et surtout pouvoir l'améliorer dans certains sens. J'en veux pour preuve qu'il y a quand même certaines normes qui doivent être révisées, à savoir, par exemple, certaines tolérances ou certaines dérogations qui sont quand même contraires à la bientraitance animale. On pense bien sûr à l'abattage sans étourdissement. Voilà. Alors la dérogation à l'étourdissement est effectivement quelque chose qu'il faut réviser et il faut absolument introduire la généralisation d'un mode d'étourdissement pour l'animal qui soit en fait réversible et insusceptible d'entraîner la mort de l'animal, conformément au dernier arrêt, à l'arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a des enjeux énormes quand même qui t'attendent dans les 10 prochaines années. Alors je ne sais pas parce que... 40, 20, 10. Voilà, on a eu 40 temps de présidence, 20 ans pour Jean-Pierre Kieffer. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que succéder à Jean-Pierre Kieffer sera un grand honneur. Voilà, ça, c'est une chose qui est évidente avec tout ce qu'il a fait. Parce qu'avant Jean-Pierre Kieffer, il y a quand même eu Jacqueline Giardoni, qui est aussi une très très grande dame. Hein. Jean-Pierre est un grand monsieur, mais Jacqueline Giardoni était une très très grande dame. Tout ce que je peux dire aussi, c'est que soyons tous rassurés, comme Jean-Pierre l'a dit et comme il est entendu, Jean-Pierre restera à mes côtés, restera aux côtés de l'OABA actif et sera bien sûr président d'honneur. Donc j'espère qu'on pourra longtemps compter sur lui et je sais qu'il fera le maximum. Il sera toujours dans les bureaux. Il sera toujours dans les bureaux, puis il sera toujours avec nous de toute façon, d'un moyen ou un autre, parce que Jean-Pierre a un portable, Jean-Pierre a un ordinateur, Jean-Pierre a tous les moyens de communication modernes pour pouvoir en fait être joignable quand nécessaire. Voilà. Et puis, bien, aujourd'hui, le webinaire se passe effectivement de façon un petit peu virtuelle, mais je voudrais quand même terminer en me disant qu'il me reste à donner un rendez-vous à tous et à toutes, bien sûr, à notre prochaine Assemblée Générale qui, je l'espère, pourra se tenir dès le mois de septembre et peut-être même, pourquoi pas, en présentiel si le contexte lié à la pandémie nous le permet enfin. Merci Manuel, merci et bonne chance merci pour beaucoup. cette présidence. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous avez posé des questions. Je parlais de dons, mais bien sûr, si vous êtes intéressé, si vous voulez soutenir l'OABA, je vous invite à faire un don à cette association. C'est très important pour poursuivre toutes ces missions et tous ces succès aussi et pour vraiment bien promouvoir la bientraitance des animaux de ferme. Vous pouvez vous procurer bientôt ce livre que j'ai lu et qui est très très bien, voilà. Qui est très intéressant. Et vous aurez un lien pour l'acheter. Je rappelle qu'il vous en coûtera 15 € qui seront entièrement reversés pour l'association OABA. Et puis, si vous voulez revoir ce webinaire, eh ben, il sera en replay sur la chaîne YouTube de l'OABA. Merci à tous, à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Merci Laetitia, merci à toutes et à tous. Bien, nous sommes maintenant en direct pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, merci de nous les avoir adressées. Vous étiez 345 à être inscrits pour ce webinaire. Donc, à présent, vous avez une idée un petit peu plus précise de l'histoire de l'OABA. On a fait un survol rapide. Vous avez vu nos actions, nos victoires. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations dans un document illustré de photos. C'est ce livre. Maintenant, il est disponible à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez d'ailleurs le commander à la fin de ce webinaire. Vous avez vu l'importance de nos actions. Tout cela n'a été possible et continue de l'être que grâce à vous, grâce à nos adhérents, grâce à nos donateurs, grâce aux personnes qui ont pris des dispositions testamentaires en faveur de notre association. Merci. Je pense que vous avez pu constater que vos aides, vos soutiens ont été utilisés de bonne façon pour la condition animale. Alors, nous allons répondre à des questions qui nous sont transmises par Audrey et Anaïs, qui ont été collectées pendant toute la diffusion de ce début de webinaire. Et nous allons essayer d'y répondre. Si nous ne pouvons pas, compte tenu du temps, parce qu'il y a beaucoup de questions, eh bien, nous apporterons les réponses sur le site Internet, sur nos réseaux sociaux,
Donc, ne vous inquiétez pas, on a toutes les questions et on a les coordonnées de ceux ou celles qui les ont posées. Donc, première question. Alors, c'est une question de Pascal. Étant donné l'ampleur des sauvetages en 2020 et en ce début d'année, quelle est la réponse du gouvernement face à l'abandon des animaux de ferme par des éleveurs? Est-il possible d'obtenir une aide du gouvernement pour empêcher cette situation et pour y remédier? Alors, vous l'avez vu, le sauvetage des animaux est une mission très importante de l'OABA. Ces situations dramatiques sont souvent liées à la détresse humaine. Il faut bien reconnaître que l'abandon de soins n'est pas une volonté des éleveurs, mais traduit une détresse dans l'élevage en France qui est de plus en plus grande. Sachez quand même que tous ces sauvetages, tous ces pensions, tous ces soins vétérinaires qui sont apportés et surtout cet hébergement qui dure de longs mois, eh bien, ce sont les frais qui sont pris en charge par l'OABA. Avons-nous une aide extérieure pour cela? Eh bien, j'ai le regret de vous dire non, en ce sens que ni les professionnels de l'élevage, ni les services vétérinaires qui nous confient les animaux, puisque c'est le terme qu'il faut employer, ils nous les confient, eh bien, tous ces frais-là sont à la charge de l'OABA et cela représente, je vous donne un chiffre, à peu près 700 000 € au cours de l'année 2020, qui a été une année un peu exceptionnelle, comme on vous l'a montré. On a eu près de 1800 animaux secourus. Donc, pour l'instant, on a fait une demande. Sachez que d'autres associations, et je peux citer la Fondation Brigitte Bardot, qui est dans la même situation que nous, et on a fait une demande auprès du ministère de l'Agriculture. À ce jour, nous n'avons pas de réponse pour une prise en charge partielle de ces frais d'hébergement d'animaux que nous sommes contraints de secourir puisqu'ils nous sont confiés, on ne peut pas les laisser dans ces conditions-là. Vous savez, il y a eu un plan de relance. Le plan de relance, on en a beaucoup parlé pour aider les associations qui s'occupent des animaux de compagnie. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est dommage que le plan de relance ait oublié les associations comme l'OABA qui interviennent pour les sauvetages des animaux de ferme. Autre question? Seconde question qui nous a été posée par Alain. Une collaboration entre les associations existe-t-elle? Elle pourrait unir leurs forces, en particulier au moment des élections de 2022. Oui, alors, on a parlé beaucoup de l'OABA, j'ai cité aussi d'autres associations au cours de l'interview précédente, mais il est vrai que l'OABA collabore depuis longtemps avec, entre autres, la LFDA, la Ligue française des droits de l'animal, c'était son nom initialement, lorsque Mme Gilardoni et Jean-Claude Nouette intervenaient sur, vous avez vu dans quelles conditions, sur les poules pondeuses et sur l'identification des conditions d'élevage. La FDA travaille toujours avec l'OABA et son nouveau président, Louis Schweitzer, a également entraîné l'OABA dans d'autres activités, dans d'autres actions de collaboration. Et j'en veux pour exemple l'étiquette bien-être animal dont on vous a largement parlé. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui participent avec nous à des campagnes où l'OABA participe avec elle dans des campagnes d'information. Par exemple, campagne contre l'abattage sans étourdissement. On avait fait un colloque très important au bureau de la représentation permanente du Parlement européen à Paris avec la Fondation Brigitte Bardot. Des actions sur l'étiquetage du bien-être animal, comme on a parlé précédemment, c'est avec des associations nationales comme le CIWF, Wellfarm, LFDA et donc OABA. Et puis, il y a des actions internationales européennes comme l'initiative citoyenne européenne, ICE, à l'initiative du CIWF, qui a rassemblé un très grand nombre d'associations européennes sur la fin de l'élevage en cage. Alors, question d'Alain et de Philippe. Envisagez-vous des actions vis-à-vis de l'élevage intensif porcin? Alors, il est certain que l'élevage porcin en France se fait dans des conditions souvent déplorables, puisque 90, pour pas dire plus, des élevages de porcs
se font dans des bâtiments avec des conditions de claustration et de surnombre qui ne permettent pas d'avoir le bien-être animal que l'on souhaiterait pour les animaux. Et rappelez-vous que l'OABA a quand même été la première association à dénoncer ces conditions. Il y avait à l'époque, on vous a projeté des photos, des truies qui étaient attachées. Ensuite, il y a les truies qui sont entravées. Et ce que les associations welfaristes essayent d'obtenir et obtiennent parfois dans certains élevages, c'est des truies qui sont en liberté pour la maternité, pour les conditions de sol, puisque la plupart des porcs sont élevés sur caillebotis. Vous savez, ce sont ces sortes de grillages plastiques qui ne permettent pas d'avoir un confort qui est le minimum pour les porcs. Et puis, ce que l'on dénonce aussi beaucoup sur l'élevage porcin, ce sont toutes les mutilations qui sont faites actuellement à vif. Et la solution serait de faire interdire la castration, puisqu'il n'y a pas de méthode chirurgicale utilisable par les éleveurs. Une chirurgie se fait dans des conditions d'asepsie et des conditions d'anesthésie qui ne sont pas possibles en élevage de porcs. Donc, il y a vraiment un gros problème et on essaye, alors entre autres, on essaye avec l'étiquetage bien-être animal, c'est-à-dire dénoncer, c'est bien, mais essayer de trouver des solutions, c'est encore mieux, et de tirer les éleveurs porcins vers une amélioration des conditions de vie. Je voudrais aussi donner une indication. Souvent, on oppose les associations abolitionnistes et les associations welfaristes. Les associations abolitionnistes, et je pense bien entendu aux vidéos qui ont été diffusées sur les chaînes de télévision ou sur les réseaux sociaux, permettent de dénoncer des méthodes inacceptables, permettent d'alerter les consommateurs, permettent d'interpeller les politiques, parce que souvent les politiques après se trouvent contraints par l'opinion publique de trouver des solutions. C'est bien. Mais il est important aussi que des associations welfaristes comme l'OABA puissent intervenir après dans un dialogue avec les professionnels pour que ce qui a été dénoncé puisse ne plus apparaître et qu'il y ait une amélioration des conditions d'élevage. Vous savez, on a vu des images dans des abattoirs. Ça nous a permis de visiter ensuite ces abattoirs et de faire apporter des améliorations. Dénoncer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi entretenir un dialogue pour faire avancer les choses. Et puis, je voudrais dire que tous les éleveurs et tous les abattoirs ne sont pas des tortionnaires. Il y a des gens qui essayent de faire correctement leur travail et c'est cela qu'il faut privilégier et arriver à convaincre les autres de faire pour le bien-être des animaux, même si ces animaux, eh bien, l'homme les destine à sa consommation. Question suivante. Alors, question suivante, question de Nathalie. Pourquoi n'incitez-vous pas au végétarisme, voire véganisme? Alors, c'est une question qui nous est souvent posée sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, de plus manger de viande, pas manger de produits d'origine animale est un choix personnel. C'est un choix courageux, c'est un choix qui implique une alimentation particulière et souvent une supplémentarisation des suppléments alimentaires, mais ce n'est pas un choix que l'OABA impose. Pourquoi? Parce que l'OABA considère que refuser tout produit d'origine animale, c'est couper définitivement le dialogue avec l'élevage, avec les transports, avec l'abattage. Et il faut être clairvoyant. Il n'y a pas actuellement un nombre important de personnes qui ont fait ce choix. 95% des Français consomment à manger peu ou prou de la viande et des produits d'origine animale. Il est important pour nous de les faire réfléchir pour manger moins et manger mieux. Ce flexitarisme qui est rejeté, bien sûr, par les végétariens, par les véganes, mais il faut aussi être réaliste. Donc, ce que veut l'OABA, c'est améliorer les conditions d'abattage et de transport et d'élevage. Et puis, pour cela, il faut le dialogue. Et c'est vraiment sur la base de ce dialogue
que nous avons depuis 60 ans fait améliorer des choses. C'est pas toujours en stigmatisant et en étant opposé à toute production d'origine animale que cela avance le mieux. Alors, la question suivante est une question de Sylvie. Pouvez-vous nous préciser combien d'animaux sont concernés par l'abattage sans étourdissement? Alors, pour l'abattage sans étourdissement, nous avons un spécialiste à l'OABA qui a beaucoup agi dans ce domaine et qui pourra vous apporter toutes les informations. C'est Frédéric Freund, qui est le directeur de l'OABA. Alors, abattage sans étourdissement, à ne pas confondre ou à ne pas jumeler avec l'abattage rituel. On fait souvent cette assimilation parce qu'il y a des abattages rituels avec étourdissement. Certains sacrificateurs, en effet, acceptent l'étourdissement. La question que nous nous posons tous, y compris à l'OABA, c'est aujourd'hui, combien y a-t-il d'abattages sans étourdissement? C'est une question à laquelle, malheureusement, il n'est pas possible de répondre puisque nous n'avons pas de chiffres officiels. Le ministère ne souhaite pas publier de chiffres sur le volume d'abattage sans étourdissement. Alors, de deux choses l'une, soit le ministère a les chiffres et il ne souhaite pas les communiquer parce qu'il révèle une part importante d'abattage sans étourdissement, ou alors le ministère ne communique pas de chiffres parce qu'il n'a pas de chiffres, parce que ses services ne font pas d'enquête sur les différentes méthodes d'abattage en vigueur dans les différents établissements d'abattage. Dans les deux cas, de toute façon, c'est grave. À l'OABA, le seul chiffre, entre guillemets, officiel que nous avons, c'est le nombre d'abattoirs qui ont obtenu une dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux. Et aujourd'hui, en France, nous avons 62% des abattoirs de boucherie qui peuvent pratiquer l'abattage sans étourdissement. Voilà, c'est aujourd'hui le seul chiffre officiel que nous avons. Sur le volume d'abattage sans étourdissement, le sénateur Arnaud Bazin a récemment déposé une question écrite au gouvernement. Nous verrons s'il obtient une réponse et si réponse il y a, si elle peut nous satisfaire ou nous insatisfaire. Alors, une question sur le même sujet, question qui nous a été posée sur Facebook. L'interdiction de l'abattage sans étourdissement concerne-t-elle le bio français et ou le bio européen? L'OABA, dans le recours qu'elle a gagné contre la France, a obtenu donc de la Cour de justice de l'Union européenne en février 2019 un arrêt très clair. Le logo agriculture biologique est incompatible avec l'abattage sans étourdissement. C'est une interprétation du droit européen qui vaut donc en France, mais également dans l'ensemble des États membres. Donc la solution vaut pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Mais la Cour de justice de l'Union européenne ne fait que dire le droit. Donc ce n'est pas la Cour de justice qui interdit, ce qui veut dire que si demain en Belgique ou en Allemagne, une association de protection animale belge ou allemande s'aperçoit qu'il y a des viandes certifiées agriculture biologique et qui proviennent d'abattage sans étourdissement, eh bien les dites associations devront faire le même travail que l'OABA, c'est-à-dire faire un recours pour que cette certification puisse tomber en s'appuyant donc sur l'interprétation qui a été donnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, d'autres questions qui portent sur un thème qui revient régulièrement. Les abattoirs mobiles sont-ils en voie d'augmentation et ne concernent-ils que les bovins? Comment encadrer les abattages rituels dans de telles conditions? Alors, les abattoirs mobiles, il y a donc, suite à la loi Egalim d'octobre 2018, une expérimentation qui est lancée pour 4 ans. Nous avons vu récemment avec le plan de relance que un des abattoirs mobiles qui était le plus avancé, c'est donc celui d'Émilie Janin, le bœuf éthique Émilie, qui a reçu la médaille de l'OABA lors de notre dernière assemblée générale, était éligible au plan de relance. C'est aujourd'hui, à notre connaissance, le seul projet qui est très très bien avancé. Il y en a d'autres, effectivement. Le projet du bœuf éthique concerne la viande bovine, mais il y a aussi d'autres projets d'abattoirs mobiles qui concernent les porcins, les ovins et les caprins. Il faut savoir que ces porteurs de projets sont principalement des éleveurs qui veulent réduire la souffrance animale et qui donc veulent supprimer l'étape du transport.
Et je vois mal ces éleveurs qui sont donc volontaires pour réduire la souffrance animale, supprimer l'étape du transport et introduire une souffrance supplémentaire au moment de l'abattage avec un abattage sans étourdissement. Donc, j'imagine mal que les porteurs de projets d'abattoirs mobiles soient des défenseurs de l'abattage sans étourdissement. Et compte tenu des contraintes, notamment d'immobilisation et sanitaire sur l'abattage sans étourdissement, je vois assez mal, même si juridiquement c'est possible, mais techniquement je vois assez mal ces abattoirs mobiles devenir le théâtre d'abattage sans étourdissement. Alors, un autre sujet sensible a été évoqué, le thème de l'abattage des femelles gestantes, question qui nous a été posée sur Facebook. Qu'en est-il de l'abattage des femelles gestantes? Alors, sur les femelles gestantes, nous avons eu un rapport en 2007 de l'AESA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui nous a précisé que ce n'était pas une méthode qui était relativement importante dans l'Union européenne, puisque, de mémoire, 3% des vaches laitières et 1,5% des vaches allaitantes, donc race à viande, étaient envoyées à l'abattoir en fin de gestation. Et pour les autres espèces, on est à moins de 1%. Alors, il y a certains pays comme l'Allemagne qui ont interdit l'envoi à l'abattoir de femelles gestantes dans le dernier tiers de leur gestation. Pour les bovins, effectivement, interdire l'envoi à l'abattoir de femelles qui ont plus de 6 mois de gestation, c'est une bonne idée. Mais concrètement, comment mettre en place cette idée? Une fouille par un vétérinaire n'est pas toujours évidente à réaliser. Le seul test fiable, ça serait de passer une radio, une échographie. On voit mal l'ensemble des éleveurs qui ont déjà des difficultés faire une échographie à chaque fois qu'ils veulent envoyer une vache à l'abattoir. Donc, ça me semble assez compliqué, même si effectivement l'idée est excellente. L'autre idée qu'on pourrait avoir, c'est de réduire le nombre de vaches qui partent à l'abattoir en gestation avancée. Ça serait de mettre une pénalité financière, de même qu'à l'abattoir, quand on a une vache sale, il y a une pénalité de 100 €. Eh bien, l'éleveur qui envoie à l'abattoir une vache dans un état de gestation avancée pourrait être financièrement pénalisé. Et là, je pense qu'au bout d'un moment, il va comprendre que ce n'est pas du tout son intérêt financier d'envoyer ces femelles en gestation avancée à l'abattoir. Alors, la question suivante nous a été posée par Pascal et par Agnès. Est-ce que l'OABA peut intervenir auprès du gouvernement et de l'Union européenne pour l'interdiction du transport d'animaux vivants? Des incidents majeurs ont dévoilé récemment cette terrible réalité du transport par bateau d'animaux destinés à la boucherie. La France exporte des milliers d'animaux vivants, notamment du port de Sète. Absolument. Alors, le port de Sète, je le connais bien, puisque j'ai ma maman qui habite pas très très loin. Coucou maman. L'export d'animaux vivants est une hérésie. Tout du moins, l'export d'animaux destinés à l'abattage en dehors des pays tiers de l'Union européenne, c'est un non-sens économique, environnemental. Et il y a toujours des drames, on le voit régulièrement. L'actualité récente, comme effectivement vous venez de le rappeler, en posant cette question, nous l'a montré. L'OABA est déjà intervenu avec d'autres ONG européennes, notamment fédérées autour d'Eurogroup for Animals. Nous avons d'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques années, remis la médaille d'honneur à Leslie Moffat de Ace of Animals, qui justement fait des enquêtes internationales pour dénoncer ces transports de la honte. Nous avons eu l'année dernière 2 rapports de la Commission européenne. Les ONG de protection animale, dont l'OABA, ont enfin obtenu une enquête du Parlement européen sur ces exports d'animaux vivants vers les pays tiers. La Commission européenne a également publié sa feuille de route et a promis d'ici 2023 une révision du règlement transport. Donc nous serons très vigilants à l'OABA pour que ce règlement transport, d'une part, à défaut d'interdire, en tout cas, désincite financièrement l'export d'animaux vivants en dehors des pays tiers de l'Union européenne. Et au sein même de l'Union européenne, il est impératif de limiter la durée de transport, soit par une durée en nombre d'heures, on parle souvent de 8 heures, souvenez-vous la campagne 8 hours, 8 heures, ou alors par une distance maximale pour que, bien évidemment, on ne voit pas ces animaux aujourd'hui qui passent des jours et des jours et des semaines, voire des mois, dans les camions ou sur les navires bétaillers.
Alors, question suivante, question de Pierre. Que fait l'OABA au sujet de l'élevage intensif? Alors, sur l'élevage intensif, je vous laisse entre les mains de notre vice-président et futur président, le docteur vétérinaire Manuel Mersch. L'élevage intensif. Bon, c'est une question effectivement actuelle, puisque vous savez qu'en Europe, on considère que 80% des animaux sont élevés de façon intensive, et en France, 80% des animaux seraient en cage. Donc, historiquement, l'OABA a toujours milité et agi contre l'élevage intensif. J'en veux que dès 1973, l'OABA diffusait une plaquette contre l'élevage en batterie et organisait en 1977 une conférence de presse auprès des journalistes des JNE, donc l'Association des journalistes pour la nature et l'environnement à l'époque, afin de dénoncer ce problème et de montrer en fait quelles étaient déjà, il y a donc un peu moins de 50 ans, quelles étaient déjà les problématiques que posait l'élevage intensif. Donc l'OABA a toujours lutté contre les élevages, par exemple de poules pondeuses en batterie, qui pondaient ce que l'on appelait des œufs de souffrance, comme les œufs de la souffrance, comme Jacqueline Giardoni les nommait. À ce propos, une victoire historique est à relever, puisqu'elle est obtenue grâce à l'affichage, enfin, l'information du mode d'élevage sur les œufs. D'accord. De toute façon, cette partie a été largement développée dans le livre de Jean-Pierre. Ça, c'était pour la partie historique. Actuellement, bien sûr, l'OABA informe et oriente le consommateur qui recherche, bien sûr, des élevages de bien-être animal sur des produits issus de l'élevage de bien-être animal, à savoir, bien sûr, les étiquetages bien-être animal. Ça, c'est la partie présente. L'OABA a rejoint aussi, comme Jean-Pierre Kiffer l'avait dit il y a quelques minutes, l'OABA a rejoint aussi l'initiative citoyenne européenne lancée en 2019 grâce au CIWF pour en finir avec l'élevage en cage. L'OABA participe aussi à ce qu'on appelle le RIP, c'était le référendum d'initiative partagée avec les animaux, pour les animaux, lancé en 2020. Je rappelle que 2 mesures parmi les 6 concernaient les animaux d'élevage, c'était bien sûr l'interdiction, c'était la volonté qui était demandée, l'interdiction de tout nouvel élevage n'offrant pas un accès en plein air compatible avec les besoins de l'animal. Première mesure. Deuxième mesure, l'interdiction de l'élevage en cage, en stall, en case ou en box à partir du 1er janvier 2025. C'est pareil, on est toujours dans l'expectative. Parallèlement, l'OABA au présent continue toujours à échanger avec les professionnels pour inciter absolument à ce que, par exemple, les vaches laitières puissent être en pâturage au maximum tout au long de leur vie. Dernière question que nous pourrons retenir pour ce webinaire. Céline nous questionne, en tant qu'adhérente, en dehors des dons et des partages sur les réseaux sociaux, que puis-je faire de plus pour aider l'OABA? Alors, merci beaucoup déjà de poser cette question. Bien sûr, en tant qu'adhérent, il est fondamental que l'aide passe par les cotisations et par les dons, mais aussi que les dispositions testamentaires en faveur de l'OABA puissent être faites. Je parle bien sûr de legs ou d'assurance vie. D'autre part, si vous voulez aider l'OABA, nous vous conseillons bien sûr de vous abonner à la newsletter, ce qui permet comme ça d'avoir un nombre d'abonnés important, de nous soutenir par le biais de commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et bien sûr YouTube. Autre possibilité, nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche Lilo, qui permet comme ça un reversement d'argent à l'association et qui nous permet par conséquent de pouvoir comme ça nourrir les animaux. Alors je sais que beaucoup de bénévoles aimeraient faire plus, aimeraient en fait pouvoir activement, physiquement nous aider, mais il est extrêmement difficile de solliciter les bénévoles pour visiter les abattoirs ou pour intervenir dans des élevages parce que ça demande quand même une formation technique et ça demanderait à l'OABA de pouvoir les former, ce que nous ne pouvons pas actuellement compte tenu du nombre de personnes limitées. Mais vous pouvez aussi aider en faisant connaître l'association autour de vous. Vous pouvez aider en étant en fait le bouche à oreille, en parlant auprès de gens que vous connaissez de l'association, d'autant plus que maintenant, grâce à ce webinaire, vous avez pu en apprendre un peu plus. Il restera aussi éventuellement à lire le livre de Jean-Pierre qui permet, sur les 60 ans, de connaître tout ce que l'OABA a fait, parce que tous les combats qui ont été menés jusqu'à présent continueront, je me permets de vous le rappeler.
Et puis aussi, vous pouvez être les yeux de l'OABA sur le terrain en essayant en fait, bien sûr, de nous identifier toutes les situations de douleur, de maltraitance, de souffrance animale, et au contraire aussi de nous communiquer le nom d'éleveurs qui sont en fait des éleveurs respectueux du bien-être animal pour qu'on puisse aussi les connaître et pouvoir mieux les connaître et les inviter éventuellement à nous faire part de leur mode d'élevage. Voilà les questions auxquelles nous pouvons répondre aujourd'hui. Bien entendu, nous répondrons à toutes les autres questions qui nous ont été posées sur Internet. Merci par ailleurs à tout le monde pour les questions. Et je laisse le mot de la fin à Manuel Mersch. Alors, effectivement, mot de la fin, parce que comme toute chose qui se passe, eh bien, elle se finit, malheureusement. Grâce au webinaire d'aujourd'hui, j'espère que vous avez, comme ça, mieux connu l'OABA, que vous avez maintenant envie d'en parler autour de vous et de nous aider, parce qu'encore une fois, votre soutien est indispensable. Bien sûr, vous êtes sensible à la cause animale, bien sûr, vous comptez sur l'OABA, mais sachez que l'OABA compte sur vous. Merci également à toutes les personnes qui ont aidé ce webinaire. Je veux bien sûr parler de l'équipe technique qui a permis la réalisation de l'événementiel. Je tiens à les féliciter chacun. Je tiens aussi à féliciter toute l'équipe des salariés qui a préparé l'événement depuis des semaines, Audrey, Anaïs, Dimitri et d'autres que vous avez eu l'occasion de voir. Les membres du conseil d'administration qui ont aussi participé. À tous ceux, à vous qui vous êtes connectés, merci. J'espère pouvoir vous accueillir à notre prochaine Assemblée générale qui pourra peut-être se tenir dès la rentrée, peut-être au mois de septembre, et pourquoi pas en présentiel, si les conditions sanitaires nous le permettent. Je vous rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire en replay sur notre site et réseaux sociaux, le direct, le voilà. Vous pourrez commander le livre disponible, je vais essayer de me dépêcher avant que la flamme ne s'éteigne. Vous pourrez commander le livre disponible dès aujourd'hui. Une petite fenêtre apparaîtra dans quelques secondes sur votre écran et Jean-Pierre pourra bien sûr vous le dédicacer avec beaucoup de plaisir. Il nous reste maintenant à souhaiter à l'OABA pour ses 60 ans un très bon anniversaire et je me permets de souffler la bougie, mais sachez qu'en chacun de nous, la bougie continue à être présente. Merci, à bientôt.